Bonjour à tous, merci d'être là déjà. Oui, je parlais plus fort. Donc bienvenue aux rencontres Mediapart avec Ludovic Lamand, qui a écrit Squatter le pouvoir, les mairies rebelles en Espagne, sur la question du municipalisme. Donc c'est animé par Claude Fage qui va interviewer, présenter le livre et organiser la discussion avec Ludovic. Donc ça va durer 1h30, 1 heure. Donc après on vous laissera la parole pour poser des questions. Puis après, dans un deuxième temps, on fera la dédicace du livre de Ludovic. Voilà. Donc je laisse la parole à Claude. Bonsoir à tous. Alors, pour repréciser ce que disait Kevin, en fait, ça va se passer en 2 temps. Premier temps qui va être consacré au municipalisme, puisque c'est quand même le bouquin qu'a écrit Ludovic et qui nous intéresse particulièrement. Et puis, l'histoire nous ayant rattrapé alors que nous ne nous en doutions pas, on consacrera aussi un autre moment à la politique, au nouveau gouvernement de M. Sanchez. Alors, entre les deux, il y aura un quart d'heure pour les questions. C'est-à-dire qu'il y aura un quart d'heure pour les questions ayant trait au municipalisme, et puis après, même chose pour le gouvernement. Voilà. Alors, je profite d'avoir encore le micro, et avant d'entrer dans le vif de la discussion, je précise qu'effectivement, je ne suis pas une spécialiste du catalanisme ni de la politique espagnole. Donc, nous vous demandons toute votre indulgence pour ceux qui, en 15 jours, enfin non, même pas en 1 semaine, là, auraient eu le temps de travailler de façon conséquente pour pouvoir développer ce sujet. Voilà. Cela étant dit, le municipalisme, donc ce sont les nouvelles mairies, les mairies rebelles, comme l'a souligné et mis dans son titre Ludovic, les mairies rebelles d'Espagne. Alors, la première question que je voudrais poser, c'est pour ceux qui ne savent pas trop, et peut-être qu'en France on n'est pas forcément spécialiste du sujet, qu'est-ce que, en gros, le municipalisme? Bonsoir. J'espère que je parle assez fort. Est-ce que tout le monde... Super, très bien. Juste avant de commencer et de partir sur le municipalisme, merci beaucoup aux gens, à Corinne, à Kevin et à Claude de l'atelier du Parti pris pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de venir présenter ce livre ici. Il est sorti il y a plus d'1 an et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion. En fait, j'ai fait pas mal de débats en Belgique, en Bretagne, etc. Mais j'ai pas eu l'occasion de le présenter de manière aussi proche de l'Espagne. Et en fait, j'en suis très content et je pense que vos retours vont être aussi intéressants et inspirants. Alors, sur le municipalisme, je dirais, moi je ne suis pas professeur de sciences politiques. Moi, ce qui m'a intéressé dans ces expériences de mairie, c'est que à l'époque où j'ai écrit le livre, je travaillais à Bruxelles pour Mediapart et on constatait, et on constate encore, qu'il y a une crise politique de la représentativité, des systèmes politiques nationaux qui sont en crise. Une Union européenne qui est menacée parfois d'effondrement, et j'ai eu l'impression en fait que c'était au niveau local et dans les mairies qu'on arrivait le mieux en ce moment à poser des questions sur comment construire des alternatives à la société actuelle et comment répondre le mieux aux crises qui travaillent les États-nations, qui travaillent l'Union européenne. Alors c'est un peu pompeux de le présenter comme ça, mais en me rendant en reportage très régulièrement à Barcelone, à La Corogne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Saragosse, etc., il m'a semblé qu'il y avait des instruments, des outils, des manières de retisser du lien avec les citoyens et aussi de repolitiser
des classes populaires, des gens qui se disaient dégoûtés de la politique, etc. C'est d'abord ça qui m'a intéressé dans le municipalisme. Et donc si je devais répondre à ta question, c'est par là sur... c'est par le local qu'on peut le mieux répondre à la crise démocratique qui menace. Alors, ce municipalisme n'a pas surgi de nulle part, ni en Espagne, ni ailleurs, bien entendu. Alors, quels en ont été, pour le cas espagnol, les acteurs, et d'où vient-il? Alors, c'est une vieille histoire. Alors, il n'y a pas... il y a toujours eu, depuis le 19e siècle en Espagne, il y a un rapport au local et à inventer. Donc il y avait le cantonalisme au 19e siècle, il y a eu plein d'expériences locales très intéressantes. Et en fait, l'expérience des mairies qui commence, donc en fait, peut-être pour resituer quand même, moi je me suis intéressé et j'ai couvert pour Mediapart donc des élections municipales qui ont eu lieu en 2015. En fait, je suis l'Espagne depuis presque 10 ans pour le journal. Et j'avais d'abord beaucoup couvert, j'étais resté 1 mois et demi à peu près au moment du mouvement des indignés, donc le 15 mai 2011, et les semaines qui ont suivi. Et en fait, une des obsessions que j'ai essayé de travailler... Pardon. Une des obsessions qu'on a essayé de creuser à Mediapart, c'est en fait cet héritage du moment indigné. Qu'est-ce qui devient dans la politique institutionnelle? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc ces citoyens qui sont sortis dans les rues pour camper, occuper l'espace public, dénoncer des politiques d'austérité, revendiquer d'autres manières de faire de la démocratie. On a entendu au bout de quelques mois qu'il n'en restait plus rien. Et en fait, c'est toute une génération en Espagne qui a évidemment été marquée par ce moment politique, de l'indignation. Et on a beaucoup parlé en France, évidemment, du surgissement de Podemos à partir de 2014, comme un grand parti national. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire des mairies, c'est que j'ai l'impression que c'est une expérience de prise des institutions, mais beaucoup plus fidèle que Podemos aux idéaux de l'indignation. Et du coup, moi, c'est l'idée de gens qui viennent des mouvements sociaux, avec des idéaux assez radicaux, sur ce que doit être la démocratie, comment repenser les liens, comment inventer d'autres politiques économiques, etc. Mais qui décident à un moment, ok, on a posé ça comme contre-pouvoir, et il faut maintenant qu'on prenne d'assaut des mairies, comme ils le disent. Et donc c'est ce qui s'est passé en 2015, avec des succès qui étaient en partie inattendus. Donc voilà, et évidemment ça s'inscrit dans une longue histoire. Juste peut-être, je suis trop long. Non. Il y a un moment historique en Espagne que j'aime bien rappeler, et sans doute certains d'entre vous le connaissent aussi. C'est en avril 1931. En fait, des municipales sont organisées, alors que c'est la monarchie, un régime autoritaire, etc. Des municipales sont organisées, et dans la plupart des grandes villes du pays à l'époque, ce sont des listes républicaines qui gagnent les municipales. Et en fait, dans la foulée de cette victoire très impressionnante, des maires vont décider depuis le balcon de leur mairie, dans plein de villes espagnoles, de décréter la République. Et c'est ça qui lance la Seconde République, qui va donner ensuite donc un régime, une République qui pour beaucoup est un moment très fort et important de l'histoire espagnole, avant de basculer dans la guerre civile, puis le franquisme. Et évidemment, cet imaginaire-là de dire c'est par les mairies et par le local qu'on provoque un changement de régime. Et c'est par les mairies qu'on crée une forme de révolution politique, et quelque chose qui existe très fortement dans l'imaginaire aussi des conseillers municipaux, des nouvelles mairies, que ce soit à Barcelone, à Madrid, etc. Moi j'ai fait plein d'entretiens avec eux, et tout le temps le moment d'avril 1931, avec ce qui charrie d'imaginaire, est très présent. Et moi ça m'intéresse parce que du coup ça veut dire que depuis le local, on peut faire des processus constituants, on peut construire d'autres institutions, d'autres régimes. C'était ça leur pari de départ. Alors ça c'est 2015, qui évidemment maintenant en 2018 on a un bilan, mais en tout cas le pari de départ, à la fois la manière dont ils ont réussi à prendre le pouvoir, avec quel imaginaire, etc., me paraît beaucoup plus intéressant en fait que, pour le dire de manière un peu provocatrice, ce qu'a fait Podemos par exemple, qui s'est très vite banalisé comme un parti national traditionnel, d'une gauche critique, qui est dans un jeu d'alliance maintenant avec le Parti socialiste. Voilà.
Oui, alors en lisant ton ouvrage, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant et qui est moins connu enfin, du public comme nous qui s'intéresse quand même un minimum ce municipalisme, c'est le cas des plus petites villes. C'est-à-dire que, effectivement, bon, tout le monde sait que Barcelone et Madrid ont été remportés donc, par des plateformes citoyennes et associées avec des mouvements, enfin des partis de gauche, etc. Bon. Mais on sait moins que des villes comme dans le nord, la Corogne. Alors, dans le nord, il y a la Corogne, il y a Ferrol. Voilà, il y a. Si je ne mets pas mes lunettes, je ne pourrais pas le dire. Donc il y a Saint-Jacques-de-Compostelle aussi. C'est pas vraiment des petites villes. Hein, quand même. Non, non, mais je veux dire, ce sont des villes qui, à nos yeux, sont de moindre importance, Ouais. et en tout cas sur un plan symbolique, Ouais. que Barcelone et évidemment Madrid, la capitale. Alors, ma question, elle est, à la lecture donc, de tes reportages, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une démarche de la part des mairies, des plateformes elles-mêmes, dans ces lieux-là, y compris à Cadix aussi, en Andalousie, où effectivement ils ont aussi remporté les élections, une démarche qui était totalement différente, beaucoup plus collective. Donc, est-ce que c'est lié à la géographie, à savoir, bon, justement, je ne sais pas, peut-être que dans ces lieux-là, il n'y a pas cette tradition dont tu parlais tout à l'heure, politique, bon, ou est-ce que les figures charismatiques manquantes, ils sont restés sur une représentation collective? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, tout de suite, c'est vrai que ça se concentre beaucoup géographiquement. Ces confluences citoyennes, elles ont très fortement marché en Catalogne et en Galice. Donc tout le monde connaît bien l'Espagne ici, j'imagine, oui. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à chaque fois... Donc ce qu'il faut expliquer, c'est qu'ils ont construit des listes qui ne sont pas des partis traditionnels. Ils ont construit, selon l'histoire dans chaque ville dans lesquelles ils se sont présentés, ils ont mélangé des gens qui venaient de partis traditionnels, mais aussi des activistes qui venaient des mouvements sociaux et des citoyens lambda. Et ils l'ont fait à travers des dizaines et des dizaines de réunions pendant des mois pour fixer un programme très concret. Absolument, voilà, ce qui en gros disait... qui était adapté à la réalité de chaque ville, mais pour s'opposer par exemple à un méga projet immobilier, pour dire stop aux expulsions dans tel quartier, voilà, ce genre de revendications très simples. Et donc c'est vrai que chacune de ces confluences épouse un peu l'histoire de ces territoires. Et c'est vrai que dans le succès d'Ada Colau à Barcelone, il y a une partie par exemple d'indépendantistes catalans qui sont dans la confluence de Barcelone en commun, et qui ont permis aussi d'élargir l'espace traditionnel des gauches. C'est un peu la même chose en Galice, où là aussi en Galice on est sur une communauté où il y a des revendications nationalistes, indépendantistes, et il y a une manière d'être transversale en allant chercher des gens de tous les types de gauche, qui est super intéressante. Alors pour être plus précis sur la Corogne, sur Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a une histoire qui est très forte là dans leur imaginaire à eux et dans leur politique, c'est celle du Prestige, le naufrage du Prestige en 2002 je crois, sur les côtes de Galice, qui avait à l'époque déclenché un mouvement de solidarité sur des gens qui avaient nettoyé les côtes et qui avaient dit « Nunca mais », donc plus jamais ça. Et c'est un mouvement qui s'est créé, qui a donc fédéré beaucoup de jeunes à l'époque, au début des années 2000. Et donc ces gens-là sont entrés dans la politique et dans l'engagement politique par ces actions-là. Et c'est beaucoup de ces gens-là qui sont politisés au moment du Nunca mais qu'on retrouve dans les confluences à la Corogne et à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça donne du coup, c'est vrai que c'est des confluences, quand on me dit est-ce que c'est possible de faire ça en France par exemple, c'est vrai qu'il y a une capacité de ces confluences à s'ancrer dans les réalités locales, l'histoire locale, à aller chercher les figures des luttes et tout, qui fait que c'est très difficile à transposer
Et donc, par exemple, tel conseiller, une figure en fait de l'époque, des oppositions et de la bataille juridique qu'il y a eu contre Total à l'époque du Prestige. Donc, à la fois, elles sont toutes très différentes. Et du coup, c'est assez difficile à généraliser ou à exporter. Du coup, ta question qui était sur le... C'était pouvoir charismatique d'un côté et un peu quand même, par exemple, Barcelone, on connaît que Ada Colau, si on demande quels sont les autres conseillers, etc. Bon. Mais ça, moi, je dirais, oui, en fait, il y en a qui sont plus ou moins purs, comme ils disent, c'est-à-dire il y a des confluences qui sont très horizontales et qui ont réussi à remporter les élections sans aucun leadership ou de personnes très connues. Et à l'inverse, à Madrid et à Barcelone, on a eu des listes qui étaient très personnalisées, à la fois sur Ada Colau, qui est donc une ancienne activiste du droit au logement, et qui était très connue parce qu'elle a créé la PA, la plateforme contre les expulsions immobilières, enfin la plateforme qui venait en aide aux ménages menacés d'expulsion dans tout le pays. Et à Madrid, Manuela Carmena, qui est, elle, une juge anti-franquiste, qui est très connue, qui a un peu le profil, pour le dire très vite, d'une Eva Joly en France, et qui du coup... était assez consensuel auprès à la fois de jeunes très mobilisés, mais aussi de tous les âges en fait, de la population madrilène. Et du coup, elle a plutôt joué, ce qu'ils disaient à l'époque, le rôle d'un espèce de... Oui, comme un symbole un peu vide, sur lequel tout le monde pouvait un peu projeter ses combats. Ce qui n'est pas forcément très gentil pour elle, mais du coup, oui, il y a des listes très personnalisées, leadership très fort, etc. Et des listes plutôt en Galice, où ça s'est fait de manière plus horizontale. Ouais. Alors, puisqu'on parlait de figures charismatiques, une autre figure qu'on connaît depuis plus longtemps, puisqu'il y a beaucoup plus longtemps qu'ils existent, bien avant les mairies rebelles, c'est Marina Leda. Alors, justement, on discutait tout à l'heure de l'absence de Marina Leda, donc en Andalousie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, dans ton livre. Et donc, comment se fait-il que cette mairie, qui, à nos yeux, est presque la première, quoi, hein, bon, sans s'intituler justement municipaliste, en tout cas, elle n'apparaît pas telle qu'elle. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas intégrée à l'ensemble? Oui, alors pour moi, encore une fois, je reviens, pour moi, la question du livre, c'est un peu l'héritage du mouvement indigné de 2011 et de qu'est-ce qu'on fait de ces idéaux du mouvement indigné qui ont été si forts en Espagne. Et voilà. Et l'idée, c'était aussi de dire le mouvement indigné ne se résume pas à Podemos et Pablo Iglesias. Il y a des gens qui ont décidé, après le mouvement indigné, de se remettre sur le local. Et donc, ça a donné les mairies rebelles, auquel j'ai consacré un bouquin, mais il y a des gens qui ont dit mais le mouvement indigné, l'ADN de l'indignation, c'est de rester dans la rue et de tenir comme un contre-pouvoir, et l'ADN de l'indignation, c'est plutôt de tout le temps s'opposer et de refuser de rentrer dans des institutions politiques. Voilà, donc moi je voulais montrer un peu tout cet éventail, parce que j'ai l'impression souvent dans le débat français qu'on résume tout à, en gros, à Podemos qui serait porteur sur ses épaules de toute l'indignation, alors que ça a été un truc beaucoup plus large. Et du coup, je crois, de mémoire... je crois que c'est à la fin des années 70. Donc pour moi, c'est une toute autre histoire. Et aussi, il n'y a pas... Si ça m'a aussi intéressé, cette nouvelle génération qui prend un peu le pouvoir, de ces mairies, de ces conseillers municipaux dont je fais le portrait, c'est aussi que c'est beaucoup des femmes qui viennent depuis l'activisme et qui, encore une fois, alors je caricature un peu en opposant tout le temps à Podemos, mais quand même, c'est un parti qui s'est créé avec des universitaires de Madrid qui sont tous des hommes à l'origine, à part Carolina Vescanza. Et là, à l'inverse, la carte qu'a dessinée les mairies en 2015, c'était soudainement des femmes qui apparaissaient à tous les postes et qui revendiquaient un truc qui est très fort en Espagne, on l'a vu encore avec le 8 mars, on le voit maintenant dans le nouveau gouvernement Sanchez, de la bataille pour les droits des femmes et l'égalité homme-femme et contre les violences machistes. Donc du coup, il me semblait que ce mouvement était beaucoup plus intéressant. Et du coup, l'histoire, moi ça me paraît plus une exception ou une espèce d'utopie très belle, mais dont il est difficile de tirer des leçons. Alors que j'ai l'impression que les mairies, depuis 2015, la manière dont elles gèrent le pouvoir aujourd'hui, dont elles ont pris le pouvoir à l'époque, il me semble qu'il y a plein de leçons pour les gauches de toute l'Europe. Alors justement, revenons-en aux mairies et aux principales d'entre elles, puisque c'est quand même peut-être à ces niveaux-là d'importance de ville que les problèmes sont les plus visibles, en tout cas, s'ils ne sont pas...
Alors, comment Ada Colau et la maire de Madrid arrivent-elles ou sont-elles en capacité de gérer leurs équipes et de mener à bien leurs projets, sachant la difficulté qu'il y a pour elles à travailler avec les institutions qui leur mettent quand même beaucoup de bâtons dans les roues quand ils ne les empêchent pas de travailler. Oui, alors c'est une question très large. Il y a plusieurs manières d'y répondre. Déjà, Barcelone et Madrid, c'est des expériences très différentes. Et je pense que là, il y a des élections qui arrivent en mai 2019 en Espagne. Et il est très possible que les résultats électoraux soient très différents dans les deux villes, parce que c'est des jeux d'alliance qu'elles ont construits aussi différents. Ensuite, je pense qu'il faut, sur la question du bilan aussi, Barcelone, tout a changé en fait avec la crise catalane et la question de l'indépendantisme. Et du coup, il y a vraiment un avant et un après, je dirais, 2017 et le référendum du 1er octobre qui a obligé Ada Colau à se positionner. Et du coup, tout a changé à partir de là. Bon, je sais pas, on peut rentrer plus en détail après, mais c'est difficile d'évoquer le premier bilan de Ada Colau sans parler de cette question-là. Et après, effectivement, c'est une politique. Au quotidien, ça a été très mouvementé, très difficile, pas tant dans les grandes villes qui ont remporté que dans les plus petites villes, où il faut imaginer que, même si cette nouvelle équipe arrivait au pouvoir, on avait souvent des fonctionnaires qui étaient plutôt réticents à travailler avec cette nouvelle équipe, un système de presse et de médias locaux pas forcément non plus content de voir ce nouveau pouvoir arriver, et par ailleurs une union de la vieille politique, c'est-à-dire souvent en fait au conseil municipal, ces nouvelles mairies qui avaient pris le pouvoir se trouvaient mises en minorité par des alliances entre les partis. Voilà. Donc du coup il y a beaucoup, dans beaucoup de villes en fait, il y a un programme qui n'a pas pu être appliqué totalement. Alors après, il y a des mesures très fortes que je peux énumérer rapidement. Il y a eu des batailles quand même assez belles. Un des axes qui est le plus intéressant à Barcelone, c'est cette idée de lutter contre l'impact du tourisme et de la destruction de la ville par un tourisme trop agressif. Et donc là, il y a eu des mesures assez fermes de moratoire sur l'ouverture de nouveaux hôtels, par exemple. Ça paraît rien du tout, mais ça veut dire qu'il faut quand même se coltiner tout le pouvoir économique de la ville de Barcelone, l'opposition des autres partis pour parvenir à ce genre de décision. Il y a eu, par exemple, tout un travail sur en Espagne, en fait, on sortait de 30 ans de gestion municipale où beaucoup des services publics avaient été privatisés. Et donc il y a eu beaucoup des mairies du changement, quand elles sont arrivées, ont lancé des chantiers de ce qu'ils appellent la remunicipalisation. Donc que ce soit des questions de l'eau, que ce soit, par exemple à Madrid, le premier truc qu'a fait Carmena, c'était une remunicipalisation du service des pompes funèbres, qui avait été privatisé et qui marchait plus bien, de ce que je comprends. Par contre, elle a reculé sur l'eau, jugeant que c'était trop compliqué de s'attaquer à ça. Et donc, ce qui a fait qu'une partie de sa coalition s'est scindée, et parce que beaucoup de gens trouvent que Manuela Carmena est trop centriste ou trop proche du Parti socialiste à leur goût. Et donc, du coup, ça a créé une espèce de scission. À Barcelone, on est sur un positionnement plus radical, mais la crise catalane a tout changé et a fortement, je dirais, affaibli quand même la position d'Ada Colau. Puisque, si je peux pas, juste peut-être qu'il faut en parler, la plateforme Barcelone en commun, avec laquelle Ada Colau a remporté la mairie en 2015, a donné ensuite un mouvement qui s'appelle Catalogne en commun pour les régionales de décembre 2017, donc aux élections qu'il y a eu en Catalogne. Et ils sont arrivés en 5e position. Et du coup, elle a quand même laissé pas mal de plumes dans cette bataille-là. Et là, aux dernières élections, en fait, le régional, la carte de Barcelone, il y a une énorme poussée de Ciudadanos qui a récupéré toutes les voix du Parti socialiste catalan d'avant. Et donc, ça la fragilise forcément sur la fin de mandat. Voilà. Oui, alors, parmi les mesures justement qui ont été prises, alors à la fois je crois par la municipalité de Barcelone, celle de Madrid et
de plus petites municipalités, il y avait les baisses de salaire des élus partout. C'est-à-dire que tous les élus se sont un peu, mis au niveau du salaire local. Donc ça veut dire qu'il y a des différences importantes, par exemple, entre le salaire d'Ada Colau à Barcelone et le salaire d'un petit maire, peut-être pas à la Corogne, mais enfin dans les villages, là où le salaire minimum est de 800 €, et il y a des maires qui, effectivement, ont baissé leur revenus jusqu'à cette année. En fait, voilà, c'est ça. En fait, dans la constitution des listes en 2014 et 2015, parmi les propositions, il y avait ces histoires de code éthique qui existent aussi à Podemos sous des manières différentes. Donc chaque ville a un peu adapté son code éthique. Et en gros, pour vous donner une idée, en gros, ils disent que c'est 3 fois, le plafond, c'est 3 fois le salaire minimum. Donc on est sur du 2200 sur 14 mois de mémoire. Ce qui paraît juste Ada Colau, qui est quand même à la tête d'une mairie de à peu près 1 million d'habitants, avec des responsabilités juridiques assez démentes. Elle a exprimé à plusieurs reprises depuis le fait qu'ils avaient peut-être été un peu trop radicaux sur ce point-là. Donc il y a un enjeu pour les prochaines élections pour voir s'ils vont retoucher ce code éthique. Mais c'est sûr que ça a été un truc très important pour essayer de renouer la confiance avec les citoyens, qui était donc ce travail à la fois de code éthique plus un truc de transparence sur voilà, l'entièreté de l'agenda, sur le fait qu'ils ont créé une institution indépendante pour vérifier, enquêter sur ce que font les élus, s'ils n'ont pas d'autres emplois, etc. Enfin, il y a toute une liste de mesures comme ça qui sont intéressantes. L'idée, en fait, c'est que leur idée, quand même, qui vient aussi du mouvement indigné, c'est de dire le système de représentation classique, traditionnel, est dangereux. Et on préférerait faire de la démocratie participative directe tout le temps. Mais comme on ne peut pas, il faut quand même multiplier les instruments pour se protéger et pas tomber dans les dérives qu'ont connues les autres. Donc il y a toujours une espèce de méfiance par rapport à ce que c'est que la représentation politique traditionnelle, qui fait qu'ils construisent ça, par exemple, ils mettent des limites à leur salaire, etc. etc. Ce qui est... voilà. Cette notion de représentation risque justement de leur compliquer la vie lors des prochaines élections municipales, parce que ça risque de... Le fait qu'ils ne peuvent pas se représenter pour 2 mandats, il y a des postes tournants, des représentations tournantes, et bon, étant donné l'importance qu'ont certains parmi l'équipe municipale, ça risque effectivement d'être extrêmement complexe. Ouais, je crois que c'est 2 mandats. En tout cas, Ada Colau, c'est sûr, va se représenter. C'est pas un scoop. Elle, c'est sûr. Mais c'est surtout, il y a la question par ailleurs, de l'épuisement. Moi, c'est des gens que j'avais suivis. C'est une question souvent, on ne se pose pas trop ça, mais en 2011, il y avait les gens qui étaient sur les places et qui campaient, etc. sont les mêmes qui ont fait plein de batailles contre les politiques d'austérité, les politiques de réforme du marché du travail en 2012, en 2013. Puis il y a eu la formation des partis, donc type Podemos ou des confluences municipales. Ils ont fait des campagnes qu'ils ont remportées. Du coup, ils ont créé une mairie et tout. Donc ils sont sur des cycles de 10 ans d'engagement où ils sont complètement explosés quand même. Et donc moi, je les revois régulièrement dans certaines mairies parce que ça m'intéresse. Et il y a quand même cette question aussi de la fatigue en fait. Donc je suis pas sûr aussi, beaucoup vont pas forcément se représenter pour ces histoires-là. Voilà, après, on dit que normalement Manuela Carmena, qui n'a toujours pas annoncé à Madrid, elle devrait y aller à nouveau, mais dans une alliance peut-être différente. Voilà, je mélange un peu. Il y avait aussi dans leur proposition l'audit de la dette, parce qu'on sait que justement cette dette a plombé considérablement les budgets municipaux. Alors, où en est-on aujourd'hui de l'audit? Est-ce qu'ils ont pu mener à bien cette opération, ou est-ce qu'on leur a lié les mains? Ouais, alors sur la dette, c'est intéressant parce que là, on voit vraiment comment les mairies peuvent servir de preuve. Il y a quand même une inquiétude, une angoisse en Espagne qu'on avait entendue pendant la campagne législative en 2015 ou en 2016, qui était en gros, Podemos ne peut pas gouverner parce qu'ils ne sont pas sérieux en économie ou ce genre de choses qu'on entend tout le temps. Là, par exemple, la gestion de la dette par la mairie de Madrid
je regardais là avant de venir, du coup, ils ont réduit de 30% la dette qu'ils ont récupérée de la gestion précédente, qui était une gestion de droite. Donc, donc ça représente, je crois, 2 milliards de réduction. Enfin, c'est des chiffres considérables qui sont absolument exemplaires en la matière. Même, en fait, des gens, l'aile gauche de la plateforme, trouvent qu'ils ont été trop loin et trop radicaux là-dessus. Par ailleurs, c'est vrai que c'est un des processus les plus intéressants, ce qui a été lancé, ce travail de coordination et de réseau des différentes mairies pour réfléchir à comment annuler des dettes. Alors là, il y a eu plein de travaux d'économistes et tout qui ont été menés et qui prouvent que voilà, ce serait possible de le faire, voilà les chiffres. Après, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas les compétences là-dessus. Et une des grandes batailles qu'ils ont menées ces dernières années, c'était contre la loi Montoro, donc, qui a beaucoup compliqué l'histoire des mairies. Voilà. Donc, Montoro, c'était le ministre des Finances sous Rajoy. Et il a un peu mis en place ce qu'on appellerait la règle d'or, mais au niveau des provinces espagnoles. C'est-à-dire que depuis Madrid, lui, contrôlait les budgets régionaux et indirectement municipaux. Et en gros, il fallait faire priorité au remboursement de la dette avant de pouvoir embaucher du nouveau personnel municipal. Ce qui a beaucoup compliqué les mairies, qui avaient un discours évidemment de redéploiement des services sociaux dans les quartiers les plus pauvres, etc., et qui étaient contraintes par cette loi à d'abord rembourser telle proportion avant. Il y a eu un énorme mouvement d'opposition à cette loi, et donc un des intérêts là, c'est de voir ce que ça va devenir cette loi avec le gouvernement socialiste. D'accord. Alors, justement, je revenais sur cette question de la dette avec la loi Montoro, puisque tu y as répondu. Alors, 3 ans, aujourd'hui nous sommes à 3 ans. Hein. Alors, donc ton livre est sorti en 2016. Et la plateforme, enfin les plateformes citoyennes ont été élues en 2015. On est à 3 ans de la mise en place. Alors, est-ce qu'on peut, non pas forcément tirer un bilan, mais se poser la question de comment les choses ont évolué, sachant qu'il y a quand même de grandes critiques par rapport aux actions qui ont été menées, par rapport justement au fait que beaucoup des points de leur programme n'ont pas pu être menés à bien pour toutes les raisons. Donc, comment ça évolue? Moi, je trouve qu'une des bonnes nouvelles, c'est que il y a eu beaucoup de... Quand tous ces activistes qui venaient des mouvements sociaux ont décidé de partir dans les institutions, il y a eu beaucoup d'inquiétudes aussi du côté de la gauche en Espagne, où certains disaient, stratégiquement, c'est mieux d'être dans la rue et c'est plus utile d'être dans la rue comme un contre-pouvoir que de prendre une mairie avec des rapports de force où on va toujours être perdant, etc. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a eu quand même... Finalement, il y a eu quand même des mouvements sociaux qui sont opposés aux décisions des mairies rebelles. Il y a eu une opposition depuis la gauche à ces mairies, et il y a eu quand même un jeu démocratique qui a réapparu. Donc, de fait, ils se sont pas mal bousculés, en fait. Il y a eu des histoires d'expulsion à Madrid, où Manuela Carmena a été très bousculée. Sur la question aussi des vendeurs ambulants, les Monteros à Barcelone, qui est une question hyper importante, Ada Colau aussi s'est fait bousculer. Donc, moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que eux aussi apprennent maintenant à faire avec des contre-pouvoirs. Et maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, bah voilà, on est retourné dans un espèce de jeu démocratique où il y a des opposants qui reviennent, etc. Après, peut-être qu'il faut quand même refaire un truc sur la Catalogne pour expliquer Juste, enfin, je voulais revenir sur la Catalogne à travers les relations entre les plateformes citoyennes, notamment celle de Barcelone, bien entendu, et Podemos. Hein, les relations entre les deux, que tu soulignais tout à l'heure, à un niveau strictement politique, hein, c'est-à-dire effectivement les démarches ne sont pas les mêmes, les personnes ne sont pas les mêmes, le pouvoir est extrêmement pyramidal hein, à Podemos, bon, ce qui n'est pas le cas des plateformes, mais par rapport à la Catalogne, c'est vrai que vu d'ici, il semble, on pourrait penser que tous les deux sont pro-indépendantistes, or ce n'est pas le cas. Donc, et comment on explique ça? Ouais, c'est une question importante. Je vais essayer Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2015, la confluence
qui porte Ada Colau au pouvoir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle arrive à fédérer autour d'elle à la fois des indépendantistes catalans et des non-indépendantistes. Notamment, par exemple, Pisarello, son adjoint, qui est un Argentin, lui a débarqué en Catalogne il y a une quinzaine d'années. Il est devenu un fan absolu de l'indépendance de la Catalogne et c'est le numéro 2 d'Ada Colau. Ada Colau, référendum qui a eu, par exemple, le dernier en octobre 2017, comme voilà, elle va voter à la fois oui pour le droit à décider, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une consultation en bonne et due forme, mais aussi oui pour l'indépendance. Mais autour d'elle, il y a aussi plein d'autres gens qui viennent d'un activisme plus traditionnel des mouvements sociaux et qui, eux, ne sont pas pour l'indépendance. Donc, ce que je trouvais intéressant en 2015, c'est qu'elle avait réussi à dépasser un peu cette question-là de l'indépendance pour construire un programme des gauches un peu plus large. Et du coup, ça a fait une majorité dans les urnes, et du coup, elle devient maire de Barcelone. Avec la crise, tout ça est remis en question, parce que la question sociale est repassée au deuxième plan, et la question indépendantiste est revenue. Du coup, autour d'Ada Colau, le retour des fractures, et du coup, elle est fragilisée parce que dans son équipe, on est divisé. Je ne dirais pas moitié-moitié, mais en tout cas, c'est divisé. Alors, la position officielle d'Ada Colau et de la mairie, si on demande, c'est la défense du droit à décider, donc c'est-à-dire l'organisation en bonne et due forme d'un référendum pour les 5 millions de Catalans qui sont en âge de voter, sur la question d'indépendance, exactement comme l'Écosse a pu l'organiser. Voilà. Donc eux, ils défendent ça, ce qui est assez cohérent avec leur... voilà, c'est des gens qui viennent du mouvement indigné, qui exigent un rapport plus, à une démocratie plus intense, de forte activité, etc. Et après, en théorie, c'est là où elle ne va pas plus loin, elle ne dit pas ce qu'ils voteraient si il y avait un référendum. C'est-à-dire certains voteraient oui, certains d'autres voteraient non. Podemos est sur une position droit à décider, mais eux disent, s'il y a un référendum, on vote non. C'est-à-dire, on est pour qu'il y ait un référendum et on fera campagne pour dire on ne veut pas de l'indépendance parce qu'on pense que l'avenir de la Catalogne est dans l'Espagne, mais qu'il faut refaire une réforme de la Constitution où on donne davantage de pouvoir, de budget, etc. etc. Donc, il y a une alliance qui se joue sur Ada Colau à Barcelone, Podemos à Madrid, parce que les deux ont besoin les uns des autres. C'est pas une relation simple du tout, ça a été très tendu. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que là, il faut revenir un peu en arrière. C'est quand Podemos se lance en 2014, il y a en gros 2 personnes, et peut-être Alberto Garzón en 3, il y a peut-être 3 personnes qui peuvent prendre la tête un peu d'un mouvement des gauches nées de l'indignation. Il y a Pablo Iglesias, parce qu'il a fait ses émissions sur Internet, qui cartonne, qui incarne un truc, qui est brillant, très charismatique, etc. Mais il n'a pas été dans le mouvement indigné. Il ne vient pas de là, lui. Il connaît tout ça très bien, mais il vient de l'altermondialisme, mais pas du mouvement indigné. Il y a Ada Colau, qui est très connue comme une figure parce qu'elle a réussi à bloquer des expulsions dans des quartiers défavorisés et qui est très connue dans toute l'Espagne. Et je dirais, il y a Alberto Garzón, qui est le troisième un peu, qui vient de Izquierda Unida, donc le troisième, les écolos communistes. Et donc, en 2013, quand ça réfléchit autour d'un mouvement national, Ada Colau pourrait devenir, elle pourrait prendre la tête d'un Podemos. Et elle fait le choix du local. Et donc, Pablo Iglesias fait le choix du national. Il y a eu ce deal un peu. Donc les deux sont liés. Mais on sait bien qu'il y a plein de gens qui disent qu'il y a un moment, il va falloir si jamais Podemos n'arrive pas à prendre le pouvoir à un moment, elle peut être bien placée si ses résultats à Barcelone l'établissent et prouvent qu'elle a été capable de dépasser la guerre pour prendre un peu cet espace national d'un retour des gauches et tout. Chez Podemos, il y a Errejón aussi. Ouais. Et juste, le profil d'Errejón est plus proche effectivement de celui d'Iglesias. Hein. C'était les deux têtes, ce sont les deux têtes pensantes du mouvement. Et on voit qu'en ce moment, Podemos marque le pas un petit peu. Et justement, depuis le départ d'Errejón, la séparation a joué aussi sur l'avenir du mouvement. Ouais, alors ce qui est intéressant, lui, le numéro 2, Íñigo Errejón, il parle catalan. Il a vécu en catalan. Pour un madrilène, c'est pas si fréquent. Et il comprend très très bien ces questions. Moi, je pense qu'il comprend beaucoup mieux la crise catalane et les positionnements
de la coupe, les anticapitalistes indépendantistes, il sait ce que c'est les différentes gauches indépendantistes, il a une très bonne cartographie de tout ça, et quand il parle dans les médias catalans, il parle en catalan, ce qui n'est pas rien du tout pour se positionner comme crédible pour, voilà, vis-à-vis des Catalans aussi. Iglesias, à mon avis, est un peu plus à la rue là-dessus, pour le dire de manière directe, et donc les deux défendent la même position sur la Catalogne. Par contre, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même stratégie. Après, ça c'est plus sur l'avenir de Podemos, ils sont sur des stratégies différentes. Mais donc, Errejón maintenant va être le candidat de Podemos pour la région de Madrid l'an prochain. Et du coup, il a laissé le champ libre à Iglesias au Congrès et pour la politique nationale. C'est ça le deal. Et on va voir, moi je pense qu'il va essayer même un deal, voilà, ce qu'il espère, c'est, lui il n'a aucun problème de toute façon à être dans un truc de gouverner avec le PSOE et de même, je pense, de le dire en amont pendant la campagne, ce genre de choses. Il serait moins radical donc que Iglesias. Il pose pas la question comme ça, c'est des stratégies, alors je sais pas si vous voulez faire un... Non, après c'est... lui il est vraiment dans son truc de théorie de Laclao sur le populisme de gauche. Et du coup, il essaie d'aller chercher des catégories de votants qui sont aussi à droite, pour rallier des gens autour de... Il essaie de brouiller un peu les signes. Et en fait, au fond, ça peut passer comme un truc de modération, mais lui vous dira qu'en fait, il est le plus radical. Iglesias, quelque part, il est plus gauche radicale traditionnelle, maintenant. Alors justement, avec l'arrivée du nouveau gouvernement de Sanchez, est-ce que au niveau, encore une fois, des municipalités, rebelles, du municipalisme, les choses peuvent bouger, ou est-ce que non, il est trop, comment dire, prisonnier lui-même de sa faible, comment dire, il a une faible marge de manœuvre quand même, avec une minorité de députés, etc. Donc, est-ce qu'il peut quand même jouer un rôle au niveau de ces municipalités, et quel serait-il? Non, il y a un moment... Alors, c'est une question de voir si le gouvernement va durer, ou est-ce que c'est juste une opération de communication politique parce qu'il va y avoir des élections anticipées bientôt et que tout le monde va aller aux élections, auquel cas ça n'aura pas servi à grand-chose. Mais sinon, normalement, il prépare pour l'automne une réforme de tout ce qui est financement autonomique en espagnol. Donc du coup, ça veut dire toutes les questions de budget sur qu'est-ce qu'on met comme budget pour les provinces, et du coup, ça impacte aussi les mairies. Ça peut être une bonne nouvelle, ouais, pour les municipalités qui sont un peu pour l'instant étouffées par cette loi Montoro dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, après, moi, j'ai des doutes sur mais c'est un peu difficile de le dire de manière abrupte, mais pour l'instant, les profils économiques qui ont été retenus, et Pablo Iglesias l'a dit tout de suite, à la tête de Podemos, c'est des gens qui sont dans l'orthodoxie économique totale. Donc après, est-ce qu'ils vont faire une politique différente? Je ne sais pas. On va regarder. Mais je pense que voilà, c'est difficile. On voit aussi sur la Catalogne, les signaux qui sont envoyés pour l'instant sont à la fois une volonté de dialogue avec les autorités, avec le nouveau gouvernement régional en Catalogne, mais en même temps, le choix du ministre des Affaires étrangères, Josep Borrell, qui n'est pas du tout un inconnu des indépendantistes et plutôt un vrai adversaire. Voilà. Alors, on peut s'arrêter là-dessus peut-être parce qu'il y a... Il y aura la politique du gouvernement. Moi, je ne fais pas de spéculation. Ce que je vois, moi, je le vois comme toute la presse conservatrice. Quand la motion de Pedro Sanchez, la motion de censure a abouti la semaine dernière, donc vendredi, je ne sais plus, début juin, le 1er juin, beaucoup de gens, côté presse conservatrice à Madrid, disaient il y a eu un deal, il y a un pacte secret, c'est comme ça que c'est écrit, entre les indépendantistes catalans et les socialistes du PSOE pour faire tomber Rajoy, mais pas seulement le faire tomber, derrière il y a quelque chose. Si jamais on va aux élections anticipées, c'est très compliqué pour le PSOE. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça, ce sera notre seconde partie, Ah, mais on peut, c'est pas grave, on peut quand même l'aborder. Non, mais voilà. Pardon. Non, mais juste pour terminer là-dessus, du coup, je pense qu'il a choisi un ministre dur face aux indépendantistes, alors que c'est pas ce ministre-là qui va suivre le dossier catalan exactement, mais aussi parce qu'il avait besoin de dire à la presse non, il n'y a pas de pacte, et de la jouer dure et autoritaire en cas de nouvelles élections.
Voilà, parce que le gros de l'électorat du PSOE, c'est quand même en Andalousie. Et en Andalousie, il ne voit pas ça d'un bon oeil. Donc c'est mécanique. Il a besoin de pouvoir dire je suis ferme et tout. Après, là, on voit quand même qu'ils envoient beaucoup de messages et d'appels pour dire il faut négocier, il faut ouvrir le débat. Voilà. Sachant justement, puisqu'on a abordé ce sujet, on ne l'abordera pas tout à l'heure, mais sachant que justement parmi les ministres nommés du gouvernement Sanchez, c'est une Catalane qui est en charge du territoire, justement. Donc ça peut être effectivement... Bon, après, oui. Non, mais ça dépend. Moi, je veux pas... Après, on voit bien que le PCC, le Parti Socialiste Catalan, franchement, parlez-en dans un indépendantiste, il y a quand même un gros trauma. C'est-à-dire, c'est les statuts, le rejet en 2010 de ce statut qui avait été négocié, donc c'est le PP qui avait demandé. Donc il y avait eu cette réforme, et je crois tout le monde, je dois expliquer, cette réforme avortée du nouveau statut donné à la Catalogne dans la constitution espagnole, enclenchée sous les socialistes, mais qui n'a pas été au bout. Et là-dessus, beaucoup de gens qui avant étaient des espèces de fédéralistes et qui votaient socialistes, on se sont radicalisés et sont devenus indépendantistes en estimant qu'on ne pouvait rien obtenir de Madrid là-dessus, et que si on voulait davantage de compétences et une autre manière de faire de la politique et tout, il fallait être indépendantiste. Donc il y a quand même, au-delà de cette personne-là qui effectivement n'a pas des positions peut-être aussi dures que d'autres et qui va pouvoir faire du dialogue, il y a quand même un gros trauma pour l'instant, et par ailleurs le PCC aux élections régionales, je crois qu'il était 6e, enfin,